Madame la ministre, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président de Fondafip, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 14e édition du colloque international des finances publiques organisé par le ministère de l'Économie et des Finances en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale des finances publiques et avec le soutien de la Revue française de finances publiques sur le thème « Les grands défis des finances publiques du XXIe siècle ». Je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements à Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, pour son soutien et son appui à l'organisation de cette manifestation. Je saisis cette occasion également pour remercier vivement tous nos chers invités. Nous sommes honorés par la présence de Madame la ministre, leurs excellences, messieurs les ambassadeurs, les honorables parlementaires, les représentants des organismes internationaux, les experts, les universitaires, les opérateurs économiques et les représentants de la presse. Je voudrais adresser mes vifs remerciements au professeur Michel Bouvier, président de Fondafip, et au professeur Marie-Christine Esclasson, secrétaire général de Fondafip, pour les efforts qu'ils ne cessent de déployer pour perpétuer et entretenir la dynamique de cet événement qui est à sa 14e édition. Mesdames et messieurs, ce colloque, qui est aujourd'hui à sa 14e édition, comme je viens de le dire à l'instant, est une plateforme d'échange et de partage autour des thématiques des finances publiques qui sont la charpente qui structure les États, qui fait leur force ou leur faiblesse et qui conditionne leur avenir. L'omniprésence des finances publiques dans les différents aspects de la lutte contre la crise de la Covid-19, en particulier, nous l'a bien démontré. Nous souhaitons, à travers l'organisation de cet événement, stimuler la réflexion collective de manière à aboutir, si ce n'est à des réponses précises, au moins à des voies d'amélioration concrètes pour orienter les stratégies et éclairer les décisions. Et comme cela a été le cas pour les précédentes éditions, nous nourrissons l'ambition que ce colloque soit créateur d'une valeur ajoutée réelle pour la France et le Maroc. Mesdames et messieurs, permettez-moi rapidement de vous présenter le programme de cette 14e édition. Les travaux de ce colloque débuteront par 2 rapports introductifs qui seront présentés par le professeur Michel Bouvier, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et président Fondafip, et directeur de la Revue française des finances publiques, et par moi-même. Ils seront suivis de 2 témoignages qui seront présentés par 2 éminentes personnalités, M. Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, ancien directeur général du Fonds monétaire international et ancien président de la Banque européenne pour la reconstitution et le développement, qui fera son intervention à distance. Et M. Chakib Ben Moussa, qui va arriver dans quelques instants, ministre de l'Éducation nationale, et du préscolaire et des sports, président de la Commission spéciale sur le modèle de développement, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ambassadeur du Maroc en France et ancien président du Conseil économique, social et environnemental. Le programme de cette édition sera poursuivi demain par l'organisation de 3 tables rondes. La première sera consacrée au thème « Faire face à la fragilité sociale ». La deuxième aura pour thème « Quelle intervention des pouvoirs publics face aux défis économiques ?» Et la troisième table ronde sera réservée au thème « Pour des politiques financières publiques stratégiques ». Comme à l'accoutumée, un débat sera ouvert avec nos honorables invités à l'issue des interventions de chaque table ronde. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole.
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Trésorier général du Royaume, Monsieur le Président de Fonds d'AFIP, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette 14e édition du colloque international des finances publiques que le ministère de l'Économie et des Finances organise en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques et le soutien de la Revue française de finances publiques sur le thème « Les grands défis des finances publiques du XXIe siècle ». Je voudrais à cette occasion exprimer mes vifs remerciements au professeur Michel Bouvier, au professeur Marie-Christine Esclassan et à M. Nourdine Bensouda, qui ne ménagent aucun effort pour l'organisation de ce colloque et qui nous ont habitués au fil des années à des thématiques des plus pertinentes et à des panels des plus émérites, faisant de ce colloque l'un des événements scientifiques annuels les plus attendus dans notre pays. Je voudrais adresser mes remerciements également à nos grands témoins, aux présidents de séance et aux intervenants des 3 tables rondes retenues dans le cadre du programme de ce colloque et qui ont accepté d'apporter leur contribution à la modération et à l'animation de cet événement. Mes remerciements vont également à notre chère audience qui participe activement à nos débats. Mesdames et Messieurs, il est certain que le choix du thème de cette 14e édition, en l'occurrence les grands défis des finances publiques du XXIe siècle, constitue un sujet d'actualité au regard de l'une des crises globales les plus sérieuses et inédites vécues par le monde depuis bientôt 2 ans et qui ont mis à rude épreuve l'économie mondiale et les finances publiques des États. Cela devrait nous inciter à redoubler d'efforts pour réfléchir et trouver des réponses appropriées aux problématiques et défis que nous impose la situation actuelle et les transformations structurelles que connaît notre environnement. Dans ce sens, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours prononcé le 8 octobre 2021 au Parlement, a donné ses hautes orientations au nouveau gouvernement. Je cite : « Dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de développement, le nouveau gouvernement doit définir les priorités et les projets à mettre en chantier au cours de son mandat et mobiliser les ressources nécessaires pour assurer le financement. » Ainsi, le projet de loi de finances 2022 vise à répondre aux aspirations des citoyens en matière de santé, éducation et d'emploi, mais aussi à restaurer le dynamisme de l'investissement privé, d'accompagner l'entreprise nationale et l'encourager à créer des opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes. Mesdames et Messieurs, les récentes crises mondiales de différentes natures, qu'elles soient financières, écologiques, géopolitiques, énergétiques, etc., et notamment celles engendrées par la Covid-19, ont particulièrement éprouvé la capacité de résilience de nos systèmes économiques, financiers, sanitaires et de sécurité. Cette dernière crise que nous vivons toujours a mis en évidence de nouveaux enjeux, des enjeux qui jusque-là n'ont pas eu l'attention qu'ils méritent et qui ne sont pas convenablement appréhendés par les indicateurs financiers et comptables. En effet, les pays qui jusque-là s'en sortent le mieux ne sont pas forcément les plus développés ni les plus nantis. Ce sont plutôt les sociétés où citoyens et opérateurs, aussi bien publics que privés, ont su faire preuve d'un esprit de solidarité et où les pouvoirs publics ont fait montre de réactivité, d'une capacité à prendre des décisions souveraines et à les faire respecter par tous. Ce sont exactement ces aspects ou ces qualités qui ont permis à notre pays de gérer cette crise mieux que beaucoup d'autres pays autrement plus développés. Aujourd'hui, il est l'heure de faire le bilan des atouts et des vulnérabilités et de réajuster ce qui peut l'être en vue de mieux nous préparer à un avenir qui peut encore être imprévisible. Mesdames et Messieurs, en quoi les défis des finances publiques du XXIe siècle différeront-ils de ceux des temps passés? Certes, nous aurons à affronter de nouveaux défis ou des défis nés assez récemment à l'échelle de l'histoire des sociétés, tels que ceux liés à la data, à l'intelligence artificielle, ceux afférents à la globalisation ou encore à la prééminence de l'économie de services. Mais nous aurons aussi à faire face à d'anciennes problématiques qui reviennent avec plus d'acuité,
à savoir la croissance génératrice d'emplois, les changements climatiques, les flux migratoires, la prise en charge des personnes vulnérables et ou en situation de handicap. Face à ces défis, qu'ils soient anciens ou nouveaux, il est nécessaire d'ouvrir plusieurs fronts, notamment sur le plan social, sur le plan économique et enfin sur le plan du financement de l'action publique. Les gouvernements un peu partout dans le monde essaient tant bien que mal de faire face aux exigences sociales consécutives au vieillissement de la population, aux besoins en généralisation de la couverture médicale et en prise en charge du handicap, et ce, aussi bien sur le plan sociétal que médical. Le coût économique de ces maux, comme nous le savons tous, peut être très pénalisant pour un pays. Le Maroc des dernières décennies a connu un véritable recentrage de ses politiques publiques autour des questions sociales et du développement humain. La volonté politique dans ce domaine a été manifeste et s'est rapidement traduite par de nombreux projets et programmes à vocation aussi bien corrective ou curative que préventive et proactive. Il suffit de consulter les lois de finances des 2 dernières décennies pour prendre conscience de l'importance de la dimension sociale dans l'action publique de notre pays. En effet, le Royaume a lancé une multitude de projets, de programmes et de plans à caractère social visant à élever le niveau de la société, de consolider les acquis et, in fine, de bâtir un meilleur avenir pour ses citoyens. 4 grands axes de cette dimension sociale peuvent se dégager des lois de finances de ces 2 dernières décennies. Le renforcement du rôle de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'extension de la couverture médicale de base et l'amélioration des conditions d'accès des citoyens aux soins de santé. La promotion de l'emploi, de l'auto-emploi et des activités génératrices de revenus. Et enfin, le renforcement de la protection sociale. D'autres axes à caractère transverse sont également à souligner, tels que la mise en place d'un registre social unique qui va constituer une plateforme de centralisation des données, garantissant ainsi un meilleur ciblage des bénéficiaires des programmes sociaux. Son aboutissement permettra par exemple une profonde refonte de notre système de compensation. Le projet de la loi de finances 2022 s'inscrit également dans cette continuité et met les jalons d'une réelle opérationnalisation de grands chantiers sociaux, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Cela comprend des mesures d'ordre juridique, financier et organisationnel, balisant le terrain à la généralisation de la protection sociale, et ce, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base au profit des travailleurs non salariés et l'élargissement de cette assurance au profit des autres catégories vulnérables et pauvres bénéficiant actuellement du régime d'assistance médicale, le RAMED, en accordant une allocation de 4,2 milliards de dirhams dans le cadre du Fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale. La prise des mesures nécessaires pour la généralisation progressive des allocations familiales, tout en implémentant un cadre juridique adéquat, l'accélération de la mise en œuvre du registre social unifié et le regroupement des programmes sociaux actuels tels que Taysir, 1 million de cartables et les aides directes aux femmes veuves. Les moyens alloués à ces composantes de notre politique sociale sont conséquents et reflètent la ferme volonté du Maroc de faire de l'élément humain le pilier même de son développement. Mais il s'agit aussi et surtout de relever et anticiper les défis sociaux de demain. Régime de retraite viable, prise en charge médicale et sociale de la fragilité à la hauteur des attentes de nos seniors, etc. et répondre aux enjeux que pose l'augmentation du taux d'urbanisation, le vieillissement de la population, le changement de mode de vie et des habitudes alimentaires. La prise en charge médicale dont je viens de vous parler me permet de traiter le sujet de l'heure, celui du système de santé.
Et c'est sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, que le Maroc s'est lancé dans l'ambitieux projet de généralisation de la couverture sociale en général et de la couverture sanitaire en particulier. Ce faisant, le Maroc est en train de se dessiner les contours d'un tout nouveau contrat social en donnant corps aux dispositions de la Constitution de 2011 qui consacre le droit d'accès aux soins pour tous. Mais comment arriver à cette noble finalité qu'est la couverture sociale universelle et par quels moyens? Comment assurer des financements alternatifs et intelligents à cette couverture, sachant que la pression de la demande ne peut que croître avec une population de plus en plus exigeante, de plus en plus consommatrice de l'offre de soins, mais aussi et surtout vieillissante et donc plus exposée aux affections de longue durée, qui constituent aujourd'hui d'ailleurs 48% des dépenses de l'assurance maladie obligatoire, et aux affections lourdes et coûteuses. Non loin du système de santé et de ses problématiques, la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et particulièrement les plus jeunes d'entre elles, constituent une autre préoccupation sociale majeure des politiques publiques au Maroc. À ce titre, le projet de loi de finances pour l'année 2022 a alloué un soutien financier de 500 millions de dirhams, soit une augmentation de 300 millions de dirhams au profit des personnes en situation de handicap. Mesdames et messieurs, le rôle économique de l'État n'est plus à démontrer. Même dans les pays les plus libéraux, l'État n'intervient-il pas à différentes occasions, ne serait-ce que d'une manière conjoncturelle, soit pour l'allocation des ressources, soit pour la redistribution des revenus, ou encore pour la régulation ou la stabilisation de la conjoncture. L'histoire nous montre que les États du monde entier ne cessent de le faire, mais avec des fréquences et des dosages différents. J'ajouterai à ces trois fonctions économiques de l'État une fonction de veille stratégique ou encore d'intelligence économique. Cette dernière fonction aura pour vocation de faire sortir l'action de l'État d'une optique conjoncturelle vers une approche stratégique et long-termiste. L'intervention de l'État, si intervention il y a, doit s'inscrire dans une démarche stratégique globale et permettre d'appréhender via des projections prédictives la vraie portée des enjeux et des tendances sur le long terme, en tirant notamment profit de la profusion de l'information et de nouveaux moyens à mettre à la disposition de l'État pour son traitement. Je fais allusion entre autres au big data et à l'intelligence artificielle. Ceux-ci peuvent être d'une aide précieuse pour la construction de modèles prédictifs pour les finances publiques de demain en matière de politique budgétaire, fiscale ou encore en matière de politique d'endettement public. Mesdames et messieurs, l'aboutissement des chantiers à vocation socio-économique est tributaire de l'approche et de la méthodologie adoptée, mais aussi et surtout au système de gouvernance mis en place. La volonté politique est également indispensable à ce niveau. Si j'ai parlé tout à l'heure de stratégie, celle-ci ne peut être efficacement conduite si elle reste confinée dans le cadre du mandat politique avec ses aléas. Elle devrait au contraire s'inscrire dans la continuité des projets à long terme et des intérêts majeurs de notre pays sous la vision éclairée et les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, garant de la pérennité et de la continuité de l'État et arbitre suprême entre ses institutions. Ainsi armés, je pense que nous aurons mis toutes les chances de notre côté afin d'affronter les défis que nous réserve le futur. Mesdames et messieurs, je terminerai en insistant sur le fait qu'anticiper des défis de demain est aussi une manière de préserver les intérêts des générations futures qui seront nécessairement impactées par les choix et décisions que nous prenons aujourd'hui. Je suis certaine qu'à travers les tables rondes de cette rencontre, les interventions de nos éminents experts et les débats qu'elles susciteront, nous aurons une vision plus claire des défis que nous aurons à affronter et de la stratégie à mener afin de répondre aux attentes de nos concitoyens. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Économie et des Finances du Maroc, Monsieur le Trésorier général du Royaume, cher Nourdine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les directeurs d'administration centrale et déconcentrée de l'État,
directeur également des établissements publics et des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les professeurs et chercheurs universitaires, il va sans dire que nous sommes très heureux à Fondafip, après une interruption de près de 2 ans qui nous a privés de votre beau pays, de retrouver le Maroc, notre partenaire, la TGR, nos amis marocains, à l'occasion de ce 14e colloque international que nous avons conçu et organisé ensemble au cours de multiples conférences webinaires. Je vois que M. Boisaoui, qui hoche la tête, ne me dément pas. Nous nous réjouissons particulièrement aussi, à l'occasion de ce 14e colloque, de saluer la nomination de Mme Nadia Feta à la tête du ministère de l'Économie et des Finances du Royaume du Maroc. Et nous saluons sa présence qui nous honore et qui nous fait très plaisir. Votre nomination, Madame la Ministre, est un exemple dans le monde entier pour toutes les femmes. Elle est aussi ressentie comme un espoir et comme un honneur pour toutes les femmes de tous les pays. Elle démontre... Et vous venez étoffer le domaine des finances publiques qui souffre d'un manque de femmes que nous déplorions jusqu'à présent. Mais vous allez, par votre action, je pense, et votre exemple, susciter des vocations. Votre nomination démontre par ailleurs que le Maroc poursuit résolument la voie dans laquelle il s'est engagé depuis plusieurs années, celle d'une plus grande égalité des hommes et des femmes dans l'accès à des postes de responsabilité. Dans le domaine des finances publiques, je cite par exemple la nomination et la présence de Mme Fouzia Zaboul, que je salue, je ne sais pas si elle nous écoute, à la tête de la direction du Trésor. Et je salue bien évidemment également la nomination plus récente à la tête de premier président de la Cour des comptes de Mme Zineb El Dadaoui, que je salue très chaleureusement également. Je voudrais dire que si nous avons été privés du Maroc pendant trop longtemps, compte tenu de la crise sanitaire, nous n'avons pas moins continué avec notre partenaire, la TGR, notre coopération active sur le terrain de la réflexion et de la formation. 3 colloques en webinaire ont été ainsi organisés en 2020 sur des thématiques, je dois le dire, qui sont considérées aujourd'hui comme des dépenses d'avenir et donc des investissements. Et je vois que dans le programme que vous avez évoqué, Madame la Ministre, ces thématiques se retrouvent fort heureusement. Nous avons traité du financement de la santé de manière un peu prémonitoire en mars 2020, parce que c'était un sujet qui avait été choisi bien avant. Monsieur Jafar Ikal, ici présent, a d'ailleurs participé brillamment à la réflexion, et je voudrais signaler qu'un ouvrage va sortir très prochainement. Malheureusement, il n'était pas encore prêt à la date de ce colloque, mais il va être livré très prochainement, dans les prochains jours, au Maroc. Nous avons travaillé également sur le financement de l'éducation en juin 2020, et en septembre 2020, pardon, et sur le financement de la recherche en juin 2020. Donc 3 domaines qui sont des domaines tout à fait stratégiques pour le développement et pour l'avenir. Parallèlement, nous avons poursuivi les actions de formation que nous avons la chance de poursuivre au profit des cadres de la TGR et de leurs nouveaux agents. À cet égard et au regard de ce travail que nous faisons en étroite coopération avec la TGR, je voudrais chaleureusement remercier au nom de Fondafip tous ceux qui se sont associés et qui s'associent à l'organisation et au fonctionnement de ces colloques passés comme le colloque qui nous réunit aujourd'hui. Notre gratitude va en premier lieu, bien entendu, à la TGR et à ses équipes. Je ne peux pas les citer tous, M. Boisaoui, M. Guéry, M. Abar, M. Kazimi, avec une mention spéciale, si vous me le permettez, pour Mme Lahireri, qui est pour nous une cheville ouvrière, un pont entre Fondafip Maroc et Fondafip France, et qui, dont le dévouement et les compétences sont unanimement reconnus par tous. J'associe bien entendu à ces remerciements tous les intervenants marocains et français qui nous font l'honneur d'accepter de nous apporter à chaque fois leur contribution. Vous me permettrez un dernier mot qui est destiné cette fois à Nourdine Bensouda, qui est à mes côtés, avec lequel nous lie, professeur Bouvier et moi-même, une relation d'amitié, de confiance de près de 30 ans. Donc nous nous connaissons depuis longtemps, chère Nourdine.
nous souhaitons saluer l'action qu'il conduit sans relâche au profit du Maroc et de son développement, son sens du partage, l'esprit d'humanisme et de tolérance qui l'anime. Pour tout dire, nous sommes fiers et honorés de travailler avec lui et avec ses équipes. Je vous remercie. Bien, Madame la Ministre, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai de me trouver à nouveau au Maroc parmi vous après tout ce temps passé, ces longs mois difficiles. Tout d'abord parce que le Maroc est un pays magnifique que j'aime beaucoup, vous le savez, et je m'y sens très bien. Ensuite parce qu'une réflexion fondamentale s'y développe depuis maintenant, ça a été dit, depuis maintenant 14 ans, autour des finances publiques. Nos recherches fondamentales autour des finances publiques et par conséquent autour de la construction de notre bien-être, de la société de l'État, de la société de l'État de demain, et pour tout dire, de la citoyenneté de demain. Cette fois encore, le thème dont nous allons débattre pendant ce colloque est fondamental. En effet, sur la base d'une réflexion sur les défis actuels et futurs des finances publiques se posent des questions dont les réponses sont cruciales pour l'avenir de l'organisation de notre société, autrement dit de la démocratie, et autrement dit du politique, et au final de la qualité de notre vie quotidienne comme de celle des générations à venir. Il est indéniable que la gouvernance financière publique, son économie, son droit, sa gestion, aussi les théories, les idéologies, autrement dit les représentations que l'on se fait de son rôle et de son importance, exercent une influence considérable sur l'évolution du mode d'organisation et d'action des institutions d'un pays. C'est pourquoi leurs réformes aux finances publiques ne sont jamais de simples aménagements techniques. Il est tout aussi indéniable que les défis, allant s'accumulant, dont certains se posent déjà aux sociétés contemporaines, Madame la Ministre y a fait allusion tout à l'heure, et pour d'autres vont rapidement se poser, ont et auront un impact sur les systèmes financiers publics et selon la solidité de leur modèle, les conséquences seront plus ou moins graves et les réponses apportées plus ou moins efficaces. Les chocs sont en effet démultipliés ces dernières années. Ils sont plus variés, plus fréquents, plus nombreux qu'auparavant, aussi plus dangereux qu'auparavant. Ce ne sont pas seulement des chocs économiques ou financiers, ni même sanitaires, comme le Covid-19 qui nous menace. Il y aura d'autres chocs qui vont se combiner entre eux et dont certains sont déjà là, à l'état naissant. Ces défis, ces chocs, je ne ferai qu'en énumérer quelques-uns ici, car j'en ai déjà évoqué beaucoup à plusieurs reprises devant vous et voire même ailleurs. Je pense par exemple au réchauffement climatique, à la submersion de certains territoires, aux mouvements de population liés à de multiples causes, au choc démographique, à la fracture sociale, mais aussi aux fractures territoriales, aux transformations des modes de travail avec l'intelligence artificielle. Autant de chocs qui vont peser sur les dépenses publiques et nécessiter la mise en œuvre de beaucoup de moyens matériels et humains. Il faut et il faudra trouver les financements nécessaires. Or, la source essentielle de ces financements, l'impôt, est elle-même affectée de manière redoutable par l'évolution générale de nos sociétés. En effet, d'une part, beaucoup de contribuables cessent de concevoir l'impôt comme la participation à la réalisation du bien commun, de l'intérêt général, ce qui engendre un effritement du consentement à l'impôt. D'autre part, les États perdent énormément d'argent avec l'évasion fiscale internationale pratiquée par les entreprises du numérique, vous le savez. L'économie numérique combinée à la mondialisation menace la fiscalité des États, qui ne disposent pas aujourd'hui des moyens adéquats pour juguler le phénomène. Par ailleurs,
Il se pourrait bien qu'à partir de 2023 se déclenche un nouveau choc, de 2023, se déclenche un nouveau choc économique sous la forme d'un processus de déséquilibrage de l'économie dans certaines régions du monde. Il se pourrait notamment que se produise un décalage entre les politiques budgétaires et monétaires également, américaines et européennes, susceptibles, ce décalage, par effet systémique, de provoquer des déséquilibres en d'autres points de la planète. En effet, l'Union européenne devrait adopter une politique budgétairement plus austère, c'est ce que vient de demander tout à fait récemment la Commission, ainsi que certains pays d'ailleurs qui en sont membres, comme par exemple la France, dont le solde budgétaire primaire non lié aux évolutions conjoncturelles est actuellement prévu avec un déficit de 3,6% pour 2022 et de 1% pour 2027. Donc la marge est énorme et avec pour conséquence, donc par conséquent, une baisse radicale attendue des dépenses publiques. Or, de l'autre côté de l'Atlantique, les USA s'engagent dans une politique inverse, une politique de croissance des dépenses publiques, avec un plan, vous le savez, de 3 500 milliards sur 10 ans, ainsi qu'une augmentation des impôts et de l'endettement pour financer ce plan. Il faut encore ajouter que la Banque centrale européenne a annoncé le 9 septembre dernier qu'elle limitera le quantitative easing à partir de 2022, ce qui, combiné à une montée de l'inflation, pourrait à terme, sous le poids des anticipations des investisseurs, engendrer une hausse des taux d'intérêt. Pas tout de suite, bien sûr, parce qu'il va falloir aider à rembourser le capital. Une hausse des taux d'intérêt qui, cette hausse des taux, si elle était plus rapide aux États-Unis qu'en Europe, conduirait les investisseurs à vendre leurs euros pour acheter des dollars. Alors l'euro serait déprécié, les importations seraient plus chères, les prix augmenteraient et l'inflation, évidemment, en découlerait avec les conséquences désastreuses pour les pays européens, mais aussi pour ceux qui lui seraient liés ou qui lui sont liés. Autrement dit, il y a urgence. Il y a urgence à adapter le modèle de gouvernance financière publique à un contexte qui ne correspond plus à celui dans lequel il fut conçu, c'est-à-dire au XIXe siècle, au XXe siècle, voire même au XVIIIe siècle pour certains impôts. C'est là le défi majeur pour les finances publiques contemporaines. Et c'est de ce défi que découlent tous les autres. Des défis auxquels il est donc urgent de répondre de manière responsable, c'est-à-dire autrement que par des ajustages ou des bricolages ponctuels déterminés par l'urgence ou par également des a priori idéologiques ou bien encore des intérêts purement corporatistes. Autrement dit, un basculement vers un modèle de gouvernance financière publique adapté à une société pleine de risques et d'incertitudes se révèle aujourd'hui crucial, non seulement pour la pérennité de la tradition démocratique, mais plus encore pour éviter de sombrer dans une cascade de catastrophes aux effets cumulatifs fatals. Aussi est-il nécessaire, dans un premier temps, d'identifier l'ambiguïté, ou mieux encore le quiproquo, qui caractérise l'actuel modèle financier public. Que ce soit le vôtre ou que ce soit le nôtre, c'est un phénomène général actuellement dans le monde. Ensuite, dans un second temps, il s'agit d'esquisser quel modèle de gouvernance financière publique permettant de sortir du quiproquo pourrait être possible. Donc, il faut d'abord rappeler qu'en réaction à la crise économique de la seconde moitié des années 1970, s'est développée dans les pays de l'OCDE et ailleurs d'ailleurs une vague réformiste, prônant et instituant, outre une privatisation des entreprises publiques, une décentralisation des finances publiques, ainsi qu'une modernisation de la gouvernance de leur gestion de ces finances publiques. On assista alors à une radicale remise en question des concepts keynésiens par des économistes libéraux appartenant à diverses écoles, telles que celle du Public Choice de Chicago ou de l'ultra-libérale école libertarienne.
Rien n'allait plus de soi alors. Ce qui, depuis des décennies, relevait de l'évidence d'un sens partagé, le bien fondé de l'État-providence devint l'objet des critiques les plus sévères. Les économistes libéraux, que les médias appelaient les nouveaux économistes, avaient pour leitmotiv la régulation par le marché, la limitation de l'intervention de l'État, les privatisations, la décentralisation, l'antifiscalisme, la critique de la dépense publique et un plaidoyer pour une gestion managériale. Et les réformes proposées et mises en œuvre dans nombre de pays participaient ainsi de conceptions économiques qui, en ce qui concerne les finances publiques et la réforme de l'État, ont été portées tout particulièrement par l'école du public choice. Autrement dit, l'environnement général, théorique et concret, la crise économique, conduisait à libéraliser, en le réformant radicalement, un système financier public considéré comme participant d'une sclérose de la société, d'une sclérose de l'État. Par ailleurs, il faut souligner qu'un principe moteur était sous-jacent à la réforme de la gouvernance des finances de l'État et à celle des finances locales. Je veux dire la responsabilisation, l'autonomie relative des gestionnaires comme des décideurs politiques, les uns et les autres, gérants ou décidant de crédits globaux. Toutefois, si l'architecture de ce modèle était bien conforme à l'idée que l'on se faisait de la gouvernance financière publique, autrement dit, au mainstream, celle-ci ne pouvait qu'imparfaitement s'emboîter dans un contexte administratif et politique répondant à une autre logique. Certes, si l'on prend le cas de la France, des lois constitutionnelles, des lois organiques, des lois ordinaires instituant cette architecture furent votées, mais elles furent mises en difficulté. La limitation de l'autonomie financière locale, comme la remise en question des crédits globaux et fongibles, sont apparues bien avant les crises des subprimes ou du coronavirus. Cela sans que ne soit jamais soulevée l'ambiguïté liée au maintien dans les institutions politiques et administratives de dispositifs sans corrélation avec une responsabilisation des acteurs publics. C'est pourquoi ces réformes seront victimes d'une ambiguïté toujours présente aujourd'hui. C'est ainsi qu'un cadre financier, budgétaire, comptable, nouveau, marqué au coin du libéralisme et d'une culture de la responsabilisation, a été introduit dans un cadre correspondant à une culture marquée quant à elle au coin du keynésianisme et d'une culture de la hiérarchie. Autrement dit, la nouvelle gouvernance financière publique ne trouve pas pleinement sa place dans un système institutionnel, administratif et politique qui n'a pas été suffisamment modifié en fonction du changement de modèle économique. Là est, à mon avis, l'écueil majeur de la gouvernance financière publique actuelle. Sortir du quiproquo pourrait consister, bien sûr, à pousser l'une et l'autre logique, libérale et étatiste, jusqu'à l'extrême, ce qui ne serait pas, à mon sens, sans présenter des risques majeurs pour les finances publiques, voire même pour l'État et la société en général. Il semble par contre crucial de s'attacher à concevoir et instituer un modèle de gouvernance financière publique en phase avec une société elle-même en transition vers un autre modèle. En effet, le modèle financier public est au cœur des enjeux actuels. Il faut rappeler que c'est un modèle complexe qui forme un système fourmillant d'acteurs publics, mais aussi d'acteurs privés. C'est également, on le sait, un système comprenant non seulement les finances de l'État, mais aussi celles des collectivités locales et de la sécurité sociale. Ce système est en pleine mutation depuis des années, parce qu'il est en première ligne face aux crises qui se sont succédées depuis, je l'ai dit, le milieu des années 1970. Mais il ne peut plus être uniquement réaménagé par des plaidoyers ou la mise en place de dispositifs de gestion visant à maîtriser les dépenses publiques ou réduire la pression fiscale. Non pas que c'est inutile, mais ce n'est pas suffisant. L'incapacité de maîtriser pleinement l'évolution des finances publiques depuis des dizaines d'années, malgré la sophistication, je dirais parfois caricaturale, des outils
du contrôle de gestion met en évidence une faille dans le processus de régulation du modèle financier public. Ce processus est confondu avec celui du contrôle de gestion. Il y a confusion entre la régulation et la gestion. Cette confusion conduit à centrer les réflexions sur les techniques et les outils. Par exemple, la mise en œuvre d'une comptabilité d'exercice, d'indicateurs de performance, d'un contrôle interne ou encore d'une programmation pluriannuelle. Autant d'outils qui sont indispensables, bien sûr, mais qui ne sont que des instruments de gestion. Bien entendu, je le répète, des instruments parfaitement utiles. Alors qu'en préalable, il conviendrait de s'interroger sur la pertinence du processus de décision, qui est quant à lui de l'ordre du politique. Cette identification du contrôle de décision au contrôle de la gestion est à l'origine d'un quiproquo, je crois, qui non seulement conduit à l'impuissance à réaliser une soutenabilité durable des finances publiques, mais bloque une réforme en profondeur de leur modèle, de ce modèle des finances publiques. Il est donc fondé de se demander si nos institutions politiques et administratives sont toujours adaptées à un système financier public qui s'est énormément transformé au regard de sa gestion depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui rencontre aussi de grosses difficultés pour assumer les transformations de son environnement. Autrement dit, c'est à notre sens une question délaissée, ou plutôt détournée vers le processus de gestion, qui est en jeu aujourd'hui, celle de la construction d'un processus de régulation comme élément clé du modèle financier public. Et c'est là un sérieux problème. Alors comment esquisser un nouveau modèle ? Je crois qu'il faut conserver à l'esprit que le monde a connu de nombreuses crises économiques, sociales, financières ces 50 dernières années. Ces crises à répétition, mais aussi une accélération de la globalisation des échanges, puis un développement des possibilités offertes par l'intelligence artificielle ont provoqué des modifications en profondeur des modèles économiques, sociaux et institutionnels. Il s'en est suivi un sentiment d'insécurité et beaucoup d'incertitude sur l'avenir. Il ne faut pas oublier non plus que c'est le contrôle de la transformation d'un monde qui évolue au hasard des connexions d'une extrême diversité d'acteurs et par conséquent d'intérêts qui est en jeu avec la gouvernance des finances publiques. Tant elles sont présentes, ces finances publiques, dans les moindres replis de nos sociétés. Le système financier public doit par conséquent être appréhendé à travers ses rapports avec les autres composantes de la société, économique, juridique, sociale, politique. Autrement dit, avec l'ensemble des acteurs qui composent une société, car tous sont concernés à un titre ou à un autre. Le challenge est donc colossal. Il est à la fois politique, économique, social, et la construction d'un nouveau modèle de système financier public et de sa gouvernance en est certainement l'une des clés essentielles. Par ailleurs, la création d'un modèle de gouvernance financière publique adapté au contexte actuel, suppose en premier lieu de le conceptualiser et de le conceptualiser comme un système complexe pour ensuite le construire de telle manière que cette complexité soit concrètement pilotable, ce qui suppose prioritairement qu'il ait pour principaux points d'appui une responsabilisation des acteurs et une coordination de leurs décisions. C'est donc le premier point, cette responsabilisation des acteurs. La souplesse des institutions est plus que jamais nécessaire au sein d'un monde aussi instable et fluctuant que celui d'aujourd'hui. Et cela suppose en premier lieu une grande variété d'acteurs publics et privés permettant des réponses rapides aux obstacles, voire aux crises qui peuvent intervenir. Cela suppose également que ces acteurs soient responsables de leurs choix et par conséquent détenteurs d'une liberté d'action, par exemple pour les collectivités locales, d'une certaine autonomie financière relative, qui ne soit pas gênée par une abondance de règles compliquées, difficiles à interpréter, source de rigidité, d'insécurité juridique. Mais ce n'est pas tout.
Il est indispensable de favoriser cette responsabilité par une organisation fondée sur des relations contractuelles, libres, favorisant une culture de la négociation entre acteurs. Il faut souligner que les réformes budgétaires mises en œuvre ces dernières décennies s'inscrivent dans une certaine logique, une logique d'agence, une logique, rappelons-le, qui est celle de l'entreprise, qui implique une généralisation de la contractualisation, aussi bien entre institutions qu'au sein des institutions. Or, la confrontation de cette logique avec la logique administrative et politique classique, encore en grande partie présente, fait apparaître une ambiguïté, source de blocage d'une réforme du processus de décision du système financier public. Autrement dit, celle-ci ne trouve pas pleinement sa place dans un système institutionnel, administratif, politique qui n'a pas été suffisamment modifié en fonction de la libéralisation du modèle économique. En définitive, conçu pour responsabiliser les acteurs politiques et administratifs en les sensibilisant à une culture libérale, le changement est freiné par les vestiges de l'ancien dispositif encore bien présent. On peut penser qu'au moment de leur mise en œuvre, la mesure n'a pas été suffisamment prise, que ces réformes étaient le produit d'un processus de transformation du modèle économique et politique de la société des années 60 et 70. Une transformation allant dans le sens d'une appropriation du modèle de gouvernance de l'entreprise et donc d'une culture économique par l'ensemble des acteurs concernés par le processus budgétaire, que ce soit les politiques ou les gestionnaires. Or, s'agissant des premiers, les politiques, la culture politique est demeurée en grande partie celle de l'ancien modèle, sachant qu'il en est de même d'ailleurs pour les seconds, les gestionnaires, avec une culture de gestion qui tarde à s'inscrire dans une démarche responsabilisante. Non pas que les outils de gestion n'existent pas, mais la responsabilisation n'est pas toujours au rendez-vous. Et cela, même si l'on peut constater une sorte d'entropie en ce qui concerne le développement des outils de gestion. On doit à cet égard regretter qu'une démarche techniciste tende à prédominer sur celle qui devrait préalablement concerner l'organisation du processus de décision politique, dont au final dépend l'efficacité du contrôle de gestion. Il y a dichotomie, par conséquent, entre un mode de fonctionnement traditionnel qui ne vise pas à responsabiliser les acteurs et la philosophie sur laquelle reposent les réformes budgétaires dont la logique n'est pas déroulée jusqu'à son terme. Mais une variété d'acteurs libres de contractualiser leur rapport, si elle est essentielle, comme je viens de le dire, si elle est essentielle à la responsabilisation et par conséquent à l'efficacité du système financier public, oblige quand même à répondre au risque d'atomisation ou encore de double emploi, de désordre des décisions prises. Il convient donc de mettre en place une institution de coordination des décisions. Une coordination des décisions financières publiques implique en premier lieu que l'on ne continue plus à penser les finances publiques à travers un seul et unique prisme, qu'il soit économique ou juridique, comme c'est trop souvent le cas. Parce qu'elles répondent, les finances publiques, à des logiques diverses. La façon de les approcher doit elle-même être diverse. Il nous faut changer de paradigme et rompre avec une logique d'exclusion qui ne reconnaît pas, et a fortiori ne les institutionnalise pas, les multiples interactions et la multirationalité qui caractérisent les finances publiques. Une telle attitude conduit à des analyses qui ne peuvent être que partielles, engendrant des décisions faussement rationnelles. Au final, l'empirisme prédomine alors que la complexité des sociétés n'a jamais été aussi grande. Nous continuons à penser les problèmes séparément et à proposer des solutions également séparées.
Du coup, la réflexion sur les institutions ne traduit pas la complexité de la réalité. Elle n'en identifie qu'un aspect sans le situer dans la dynamique complexe à laquelle il appartient. Il en résulte que les solutions apportées ne reflètent en rien cette complexité. Et il ne peut alors y avoir de vue stratégique car les réponses se font au coup par coup. Elles ne permettent pas, par conséquent, de construire un modèle financier public régulable. Si l'on accepte l'approche que je viens d'évoquer, elle permet non seulement d'identifier qu'il existe une solidarité objective entre les acteurs et les structures concernées, mais qu'il est par ailleurs parfaitement logique d'incarner celle-ci dans des institutions qui en soient le reflet. Nous sommes dans un système à risques multiples qui nécessite une démultiplication des lieux de réponse, de décision, je l'ai dit. Mais aussi, c'est indispensable, une coordination entre ces lieux, ce qui implique de reconstruire le processus de décision en amont du processus de gestion. Or, on peut constater qu'il existe aujourd'hui une mosaïque de pouvoirs économiques, politiques, sociaux qui n'ont aucune institution pour se retrouver, se concerter et définir des solutions communes permettant de répondre aux crises, mais surtout de former un modèle de gouvernance correspondant à la complexité et à l'incertitude due à la multiplicité des acteurs et de leurs interrelations. Or, si une variété d'acteurs est source d'efficacité, elle peut aussi s'avérer complètement stérile lorsqu'il n'existe pas une unité d'action. L'affrontement des divers intérêts peut même générer une paralysie totale du système. Il ne s'agit donc pas de laisser se développer à l'infini des réseaux de pouvoir autonomes, horizontaux et finalement une néo-féodalité. La voie est donc étroite. Elle ne peut que se formaliser dans un système transversal associant unité et diversité. Et c'est bien dans une absence de pilotage global que se dessine actuellement le futur des sociétés contemporaines, et cela tout particulièrement, vous le savez, à l'échelle internationale, mais également nationale. Il est par conséquent nécessaire de réorganiser la gouvernance selon une logique reposant sur une synergie d'acteurs. Pour ce faire, il nous paraît pertinent de retrouver non pas le plan d'autrefois, mais l'esprit du plan, ce que Pierre Massé, qui fut commissaire au plan, général du plan dans les années 1960 en France, appelait le concept, je le cite, le concert de toutes les forces économiques et sociales, ce qui suppose la mise en place d'une structure plurielle. Sa composition de cette structure devrait être représentative des acteurs concernés, collectivités locales, sécurité sociale, État, mais également les partenaires sociaux. Par ailleurs, les experts qui y seraient associés devraient refléter la pluralité disciplinaire des finances publiques, économie certes, mais aussi droit, politique, gestion, voire même sociologie. Pour résumer, il s'agirait de construire un modèle partenarial avec des institutions indépendantes et permanentes ou à géométrie variable d'aide à la décision, réunissant des acteurs économiques, politiques, sociaux, publics et privés au niveau local et national. Elle devrait occuper une place essentielle dans le système de gouvernance financière publique en tant, je l'ai dit, que dispositif pluriel d'aide à la décision. En conclusion, ce sont les bases de la création d'un nouvel État-providence qu'il convient de poser. Il est urgent de construire un nouvel équilibre politique, économique et social, car ce ne sont pas seulement des personnes physiques ou des entreprises qui sont fragilisées par la Covid-19, mais c'est le monde actuel qui est fragile. Les sociétés, les institutions qui ont été bâties au fil du temps sont d'une très grande fragilité. Et la menace d'une crise plus grave que celle que nous connaissons actuellement est à prendre au sérieux. Pour la prévenir, des institutions financières publiques solides sont indispensables. Il faudra beaucoup d'audace politique, mais aussi intellectuelle, pour sortir de l'impasse budgétaire, une impasse budgétaire dans tous ses sens d'ailleurs, dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette impasse ne peut que s'aggraver dans les mois et les années qui viennent si nous persistons à nous satisfaire d'un bricolage du système ou d'une course sans fin
et déshumanisante d'ailleurs, vers un idéal de contrôle de la gestion confondu avec le contrôle de la régulation. La gravité du contexte contemporain, l'incertitude qui pèse sur le futur de nos sociétés, oblige à une cohérence institutionnelle et, pour ce qui est des finances publiques, à en harmoniser le cadre juridique avec celui d'institutions politiques, administratives, je l'ai dit, relevant d'un modèle de société devenu, au fil du temps, anachronique. Enfin, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle devrait nous permettre de faire face efficacement aux défis qui sont posés. Nous ne sommes qu'à l'aube des possibilités qu'elle nous offre. Et si l'on estime exact que le monde de demain ne sera pas le même que celui d'hier, et si l'on pense sincère les voix qui se font entendre ici ou là pour appeler à l'invention d'une société plus solidaire, alors le temps est venu de réunir les représentants des forces politiques, sociales et économiques pour donner un sens contemporain aux finances publiques. Il est devenu indispensable de développer des lieux de réflexion et de coopération permanents au niveau local, national, international, représentatifs de la diversité des acteurs concernés. C'est exactement le processus que nous avons entamé ici à Rabat grâce à Nourdine, qui est ici il y a maintenant 14 ans. Merci beaucoup. Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, les ambassadeurs, chers invités, je ne me suis pas concerté avec le professeur Michel Bouvier avant d'écrire ce papier, mais j'ai retrouvé pas mal d'idées et qui sont appliquées dans le cas du Maroc. Donc, depuis toujours, comme vous le savez, l'humanité fait face à des défis et des crises dont l'ampleur et les conséquences varient en fonction des époques, alors que les sociétés apparaissent bien plus vulnérables et plus instables que par le passé. À partir de la fin du XXe siècle et le début du XXIe, et dans un monde en mouvement continu et plus interconnecté qu'avant, les États sont confrontés à des défis concernant le développement, la mondialisation, l'urbanisation, le numérique, l'économie de savoir, l'éducation, la santé, le vieillissement de la population, les inégalités, l'endettement, la fraude et l'évasion fiscale. Les crises du XXIe siècle sont plus récurrentes et ont des impacts plus violents. À titre d'illustration, la zone euro a été plus fortement impactée par la pandémie de la Covid-19 que par la crise de 2008. Il en est de même que pour le Maroc. L'économie du XXIe siècle excluait la possibilité des événements extrêmes, ou ce que Nicolas Nassim Taleb appelle le signe noir, c'est-à-dire un événement imprévisible et non modélisable. Toutefois, et comme l'a souligné Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, lors de son discours au Parlement du 9 octobre 2020, je cite, « Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits, et elle a eu un impact négatif sur l'économie nationale et l'emploi. » Fin de citation. Partant de ce constat, Madame la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Ftah, a exprimé haut et fort devant le Parlement, lors de la présentation du projet de loi de finances 2022, que la crise n'explique pas toutes les problématiques et tous les déséquilibres économiques et sociaux. Par conséquent, il s'agit d'être responsable et il n'est pas objectif de se cacher derrière la crise pour justifier nos faiblesses. Nous avons des réformes structurelles à mener qui exigent de la volonté et du courage. Nous avons des défis à relever
en priorité en matière de financement des systèmes de santé et de retraite. Faire face au handicap est également un des sujets qui méritent d'être sérieusement pris en charge. Comment les finances publiques peuvent soutenir et accélérer la croissance, contribuer à la réduction du chômage, notamment celui des jeunes? Quelle politique envisageable afin de réduire les inégalités sociales et territoriales? Ces inégalités portent atteinte à la cohésion sociale et pourraient s'avérer une menace pour les démocraties. Les États sont conscients qu'ils doivent intervenir, mais ils savent qu'il est fondamental de se fixer des priorités compte tenu des moyens dont ils disposent. À cette fin, la programmation budgétaire pluriannuelle reste cruciale. Elle permet de déterminer des objectifs à réaliser sur des périodes plus ou moins longues et d'en évaluer le résultat obtenu. Cependant, la plupart des États se trouvent confrontés à un endettement public excessif dont les charges grèvent les budgets publics et minimisent les marges de manœuvre. Cet endettement provient en partie des difficultés de mobilisation des recettes fiscales dans un monde marqué notamment par la mobilité ou la délocalisation des assiettes fiscales et l'expansion de l'évasion et de la fraude fiscale. Nous observons, comme l'ont fait d'autres avant nous, qu'en temps de crise, tous les regards se tournent vers l'État comme ultime rempart devant intervenir en vue de minimiser les impacts sur les entreprises et les ménages et de soutenir la croissance à travers des plans de relance comme cela s'est produit depuis 2020 au Maroc et ailleurs. Le soutien de l'État est ainsi devenu urgent et nécessaire, même aux yeux des détracteurs de son interventionnisme. L'État est la solution, contrairement à ce qu'a dit Reagan lors de son investiture en 1981 et qui a été cité par le professeur Michel Bouvier lors d'une conférence ici même sur la crise de 2009. Et donc l'État est la solution et non le problème, comme le disait Reagan. Mais avec une grande nuance. C'est l'État et le marché, c'est le public et le privé. D'où la coordination dont a parlé le professeur Michel Bouvier. Et comme il le dit de manière éloquente, c'est un modèle politique nouveau où une complémentarité est recherchée entre les analyses keynésiennes et les modèles libéraux classiques. En fait, une intelligence collective fondée sur la confiance et le respect mutuel, clairement mise en perspective par la Commission spéciale sur le modèle de développement, et dont le président va venir nous entretenir tout à l'heure en tant que guest speaker, qui définit le rôle de chaque partie prenante. Je cite, « Le secteur privé se doit d'être davantage responsable et entreprenant, de participer à l'effort d'inclusion et de protection sociale. Le secteur public, pour sa part, doit continuer à jouer un rôle essentiel pour renforcer la compétitivité nationale et stimuler l'initiative privée, soutenir le dynamisme économique à travers la production de biens communs, la régulation des marchés, etc. » D'ailleurs, dans le même sillage, le livre blanc de la Confédération générale des entreprises du Maroc appelle au renforcement d'un État régulateur et planificateur. On dirait qu'ils vous ont écouté, M. Bouvier. La convergence entre l'État et le secteur privé étant actée, le vrai défi aujourd'hui est de passer à l'action et de faire en sorte qu'elle reflète fidèlement le discours. Dans le cadre de mon intervention, je me limiterai à aborder 2 défis uniquement, qui, de mon point de vue, sont prioritaires
et risque de mettre à mal la soutenabilité des finances publiques du XXIe siècle, à savoir l'endettement et la mobilisation des ressources fiscales. Mesdames et messieurs, lorsque les ressources ordinaires ne couvrent pas la totalité des dépenses, l'État est contraint de recourir à l'emprunt pour financer le gap. Au Maroc, l'écart entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires du budget général a connu une augmentation substantielle, passant de 1,2% du PIB en 2008, même si c'est une année exceptionnelle, à 8,1% en 2020, qui est une année de crise sanitaire. Ce qui a eu pour conséquence l'augmentation de l'endettement du Trésor qui a atteint 76,4% du produit intérieur brut. Globalement, nous remarquons que les finances publiques ont subi l'effet de ciseaux d'une baisse des ressources ordinaires et d'une hausse des dépenses. Le recours à l'emprunt est devenu un acte de gestion normal dont les pays ne peuvent plus se passer. En principe, l'emprunt devrait être réservé essentiellement à l'investissement. Au Maroc, durant l'année 2020, l'endettement du Trésor aurait pu être plus élevé si ce n'est la création d'un fonds spécial pour la gestion de la Covid-19, conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le Roi, et dont les recettes ont permis de faire face à l'impact de la pandémie. Historiquement, des États ont perdu leur souveraineté à cause de l'incapacité de remboursement de la dette. L'exemple le plus saillant est celui de la Grèce, qui avait occulté, lors de la présentation de sa dette publique à l'Union européenne, de mentionner la collecte de fonds hors bilan et par le biais d'instruments financiers. À titre de rappel, l'encours de la dette extérieure au Maroc est passé de 12,9% du produit intérieur brut en 1974 à 43,8% en 1982. Le Maroc, à l'époque, s'est trouvé dans une situation de cessation de paiement à cause de son endettement excessif et de ses déficits jumeaux sans précédent, ce qui a rendu le programme d'ajustement structurel indispensable et le rééchelonnement de la dette extérieure incontournable. Quelles sont alors les conséquences du recours à l'emprunt ? La dette publique est une créance sur l'ensemble des citoyens, qui en sont désormais comptables sur leurs revenus personnels et sur ceux de leurs enfants. Contrairement aux ressources fiscales, le recours à l'emprunt crée une rupture dans le temps entre la dépense et son financement, puisque l'emprunt sera supporté en différé par toute la collectivité. Une dette excessive crée sa propre dynamique, puisque le refinancement de la dette venant à échéance s'effectue souvent par le recours à de nouveaux emprunts. Les charges de la dette représentent un poste très important au niveau du budget de l'État. À titre d'exemple, en 2020, les charges en intérêts et principales de la dette du Trésor ont représenté l'équivalent de 49,2% des recettes fiscales nettes. L'État, en sa qualité d'assureur, en dernier ressort, peut être amené à prendre en charge le service de la dette garantie, ainsi que les déficits générés par les systèmes de retraite et de prévoyance sociale. Tous ces facteurs fragilisent les finances publiques et les mettent sous pression en cas de changement de paramètres, ce qui incite l'État à plus de prudence en matière d'endettement. Ainsi, la réduction de l'endettement public doit être inscrite parmi les priorités et nécessite une stratégie de désendettement à moyen et long terme basée sur l'assainissement des finances publiques à travers la maîtrise des dépenses, la mobilisation du potentiel fiscal et le renoncement à toute baisse injustifiée des impôts. D'ailleurs, le Maroc a pu diminuer le niveau d'endettement du Trésor et le déficit budgétaire durant la période 2001 à 2009. Il a même pu réaliser 2 excédents budgétaires en 2007 et 2008. Mesdames et messieurs, sans ressources financières suffisantes,
il est difficile de faire face aux différentes crises et de mettre en œuvre des politiques publiques à même de garantir la pérennité des biens et services publics. Au Maroc, les recettes fiscales constituent la principale ressource financière du budget de l'État et représentent en moyenne 85% de ses recettes ordinaires entre 2001 et 2020. Elles permettent de couvrir en moyenne 90% des dépenses ordinaires de l'État durant la même période. Entre 2004 et 2008, l'évolution de ces recettes a été caractérisée par une augmentation substantielle, notamment des recettes fiscales domestiques, qui ont atteint des taux de progression à 2 chiffres de 2006 à 2008. Dans cette période, le système fiscal marocain s'inscrivait dans la logique préconisée par la loi cadre relative à la réforme fiscale de 1984 et les recommandations des Assises nationales sur la fiscalité de 1999, qui ont eu pour résultat la mise en place d'un système synthétique et la suppression de certains impôts et taxes cédulaires. Toutefois, entre 2010 et 2020, les taux de progression des recettes fiscales du budget de l'État ont été inférieurs à ceux enregistrés entre 2005 et 2008. Et ils ont même été négatifs en 2013 et 2020, malgré les mesures prises pour augmenter le rendement du système fiscal. Depuis 2013, nous n'avons cessé d'attirer l'attention sur la baisse tendancielle des recettes fiscales par rapport aux années précédentes. L'un des facteurs d'explication de l'essoufflement du rendement de l'impôt est principalement le retour, depuis 2010, à l'octroi d'incitations fiscales, appelées dépenses fiscales, à l'esprit cédulaire de la fiscalité, qui prend de plus en plus le dessus sur le système synthétique en appliquant des taux proportionnels à certaines catégories de revenus, ainsi qu'au changement fréquent des taux d'imposition, notamment en matière d'impôt sur les sociétés. De manière générale, comme le souligne à juste titre le professeur Marie-Christine Esclasson, nous avons assisté à un processus de déconstruction du système fiscal français qui lui fait perdre de sa rationalité originelle, l'observation valant tout particulièrement pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, devenu en partie un impôt proportionnel au lieu d'être un impôt progressif et redistributif répondant à l'objectif de la justice sociale. C'est le cas également au Maroc, où l'impôt sur le revenu est devenu proportionnel et moins progressif, alors que paradoxalement, l'impôt sur les sociétés est devenu progressif au lieu qu'il demeure proportionnel. Cette situation a pour origine le manque de maîtrise de la fiscalité et de son histoire. Parfois, certains, empruntant des raccourcis et recourant à un traitement simpliste des problématiques fiscales, pensent que le rendement de l'impôt proviendrait de la création de nouveaux impôts et ou l'augmentation de taux par un effet mécanique ou arithmétique, alors qu'il s'agit là de l'économique, du politique et du social, en d'autres termes, d'une pluridisciplinarité fondamentale quand on traite les politiques publiques. Et c'est là où je rejoins le professeur Michel Bouvier. Ils oublient que l'homo economicus s'adapte à toutes les interventions de l'État en les anticipant dans différents domaines et intègre les changements qui s'opèrent afin de maximiser son profit, ce qui est légitime et rationnel. Ainsi, le montant évalué des dépenses fiscales en matière de TVA, pour ne prendre que cet exemple, est de 13,6 milliards de dirhams en 2021, soit pratiquement 50%, enfin 46% des dépenses fiscales, avec un système fiscal de référence qui a été modifié dans le rapport des dépenses fiscales accompagnant le projet de loi de finances 2019. Ces dépenses fiscales éloignent la TVA marocaine du système idéal de la TVA qui exige une base large
et un taux unique. Il est vrai que généralement, les pays comme le Maroc ont opté dans une phase transitoire pour un système qui comprend un taux normal et des taux réduits avec quelques exonérations. Mais l'objectif à moyen et long terme était de supprimer progressivement ces taux et de réduire les exonérations qui nuisent à la logique de la TVA. À propos, il y a lieu de souligner que les gouvernements ont du mal à réduire les incitations fiscales. C'est ce qui a fait dire à Thomas Piketty et d'autres, pour le cas de la France, que, je cite, « Tout le monde en convient, mais personne ne fait rien. Pire encore, malgré les discours, l'accumulation invraisemblable des niches fiscales se poursuit chaque année. » Fin de citation. Au Maroc, les dispositions fiscales prises ces dernières années ont contribué à l'essoufflement du rendement de la TVA, notamment à l'intérieur, et l'augmentation des arriérés de remboursement de la TVA qui ont atteint 42,2 milliards de dirhams à fin décembre 2020. Voici par exemple quelques dispositions fiscales prises ces dernières années ayant impacté négativement le rendement de la TVA. Le remboursement du crédit de la TVA accumulé au 31 décembre 2013, institué par la loi de finances 2014. La généralisation en 2016 du remboursement du crédit de la taxe grevant les biens d'investissement. L'exonération en 2017 de la TVA à l'importation des aéronefs utilisés dans le transport commercial international régulier, pour ne citer que quelques exemples. Les arriérés de remboursement de la TVA ont été traités à partir de 2018 par ce qu'on appelle la facturage ou factoring, opéré par les banques moyennant un taux d'intérêt de 3%. Cette solution de financement des entreprises est normalement réservée pour leurs factures et non pour le droit à remboursement, qui est régi par l'article 103 du Code général des impôts, qui précise explicitement que les remboursements de taxes sont liquidés dans un délai maximum de 3 mois. Sur un autre registre, l'évolution de l'impôt sur le revenu ces dernières années montre qu'au fur et à mesure, on s'éloignerait, comme l'a dit Mme Esclasson, d'un impôt qui s'applique sur le revenu global des personnes, entendant l'addition des différents revenus catégoriels. L'exemple le plus marquant est l'institution, à compter de janvier 2019, d'un impôt sur le revenu au titre des revenus fonciers au taux libératoire proportionnel de 10 et de 15. L'application du taux proportionnel de 15%, à titre d'exemple, a fait bénéficier les contribuables d'une réduction avoisinant 7,7% d'impôt en tendanciel par rapport au taux effectif résultant de l'application de l'ancien barème ou du barème actuel qui est progressif. Pis encore, les contribuables n'ayant pas souscrit leur déclaration au titre des années antérieures non prescrites pouvaient bénéficier de la dispense du paiement de l'impôt et de l'annulation d'office des majorations, amendes et pénalités à condition de déposer leur déclaration avant le 1er janvier 2020. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, il y a lieu de rappeler que les taux applicables en 1996 n'ont pas connu de changement jusqu'en 2008, soit 12 années de stabilité. À partir de 2011, le taux de l'impôt sur les sociétés a été modifié à plusieurs reprises, pratiquement chaque année. L'année 2018 est considérée comme une année de rupture dans la logique de l'impôt sur les sociétés avec l'institution d'un barème progressif. Pourtant, le conseil donné à l'époque, en septembre 2018, par le professeur Michel Bouvier, est que, je cite, « En ce qui concerne l'IS, la grande majorité des États a choisi la proportionnalité. » Il dit plus loin, il convient d'observer que certains d'entre eux ont choisi de pratiquer une politique de soutien aux petites, voire moyennes entreprises, en taxant leurs résultats à un taux plus faible que pour les plus importantes. Par ailleurs, la progressivité de l'impôt sur les sociétés comporte en pratique
de très nombreux obstacles que je ne vais pas citer. Au final, le professeur Bouvier dit « Il serait tout à fait erroné pour l'impôt sur les sociétés de vouloir pratiquer une assimilation à l'impôt sur le revenu. Une personne morale ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'une personne physique. » Fin de citation. D'ailleurs, conscient que l'impôt sur les sociétés ne peut être que proportionnel, le gouvernement actuel a proposé l'amendement du barème progressif dans le cadre du projet de loi de finances 2022. Mesdames et messieurs, le Maroc s'est engagé dans un processus d'opérationnalisation des réformes majeures initiées par Sa Majesté le Roi, à savoir la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, le plan de relance de l'économie, la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains et la réforme fiscale. Ces réformes ont pour principal avantage de concilier le social et l'économique. En effet, il est incontestable que la performance économique et la performance sociale sont liées. Et pour qu'une économie fonctionne, nos sociétés ont besoin de protection sociale, d'accès à la santé et à l'éducation, entre autres. La mise en œuvre de ces réformes nécessite un État régulateur et stratège, capable de définir les priorités et les choix de société, de les traduire en politique publique et de les décliner en actions cohérentes et coordonnées entre les différents acteurs du secteur privé et du secteur public. L'implémentation de ces réformes requiert l'analyse d'impact de la réglementation, l'analyse coût-avantage et un système d'évaluation permanent. La réussite de ces réformes exige des finances publiques assainies en vue de reconstituer des marges budgétaires qui permettront à l'État de construire l'avenir. La dette publique consolidée, englobant la dette du Trésor, des établissements et entreprises publiques, des collectivités territoriales et les arriérés dus par l'État ainsi que les engagements hors bilan, constitue un défi majeur qui ne peut être ignoré. La question des ressources de l'État est également une question de l'heure. Le fait de le reconnaître est déjà un point positif. Le temps n'est plus au déni des déficits. À ce sujet, le chef de gouvernement a déclaré au Parlement qu'il voudrait mettre en œuvre la réforme de la fiscalité et revoir les dépenses fiscales. Dans ce sens, il y a lieu de reconnaître que le projet de loi de finances 2022 a déjà entamé le processus de réforme en abandonnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la progressivité de l'impôt sur les sociétés qui a fait perdre au Trésor des recettes non négligeables, qui a augmenté inutilement la complexité du système fiscal et dont la gestion a été coûteuse aussi bien pour l'État que pour les opérateurs économiques. Les finances publiques ont leur logique et sont pluridisciplinaires. L'ingénierie financière, recourant entre autres à la cession d'actifs, ne règle pas les questions économiques, politiques et sociales sur le long terme. Il s'agit là d'un sujet d'État qui nécessite la participation de tous les acteurs avec une bonne coordination entre le secteur privé et le secteur public en s'appuyant sur un capital humain de qualité et en se fixant un cap clair et bien défini. Le secteur public et le secteur privé sont condamnés à vivre ensemble. Ils doivent se respecter mutuellement et prendre en considération la variable temps, fondamentale pour l'entrepreneur afin de réaliser ses projets et pour l'État en vue d'assurer un service public de qualité. En somme, pas d'État sans le secteur privé et pas de secteur privé sans l'État. Les réformes drastiques poursuivies à l'époque des programmes d'ajustement structurel que plusieurs pays ont connus ne tenaient pas compte de l'aspect social. Le gouvernement actuel
tout en voulant mener des réformes structurelles, a promis et a déjà acté, dans le cadre du projet de loi de finances 2022, son engagement pour s'investir davantage dans la généralisation de la protection sociale, l'éducation, la santé, le sport et la culture, enfin toutes les dépenses d'avenir. Aujourd'hui, une conscience collective se dégage que le temps est pour la solidarité. Solidarité entre nantis et moins nantis, entre jeunes et plus âgés, entre une région et une autre. L'objectif est de réduire les inégalités sociales et territoriales. À cet effet, la politique fiscale constitue l'un des moyens pour atteindre cet objectif, à travers une meilleure redistribution des revenus, principalement en augmentant la part des impôts directs dans la structure des recettes fiscales. Cependant, il convient d'éviter les réformes dites monotones, qui consistent à accorder, à titre d'exemple, des réductions d'impôts pour tous les revenus, avec des réductions plus importantes dont bénéficieraient les revenus les plus élevés. Car notre société est devenue plus exigeante, plus présente par le biais des réseaux sociaux. Ses attentes sont diverses et elle aspire à être plus homogène. À cette fin, l'idéal de justice sociale ne se résume pas à la seule justice fiscale, mais s'étend également à la justice des choix budgétaires. Nous pouvons dire, pour conclure, que les défis du XXIe siècle exigent la justesse et la justice des finances publiques. Mesdames et messieurs, je vous remercie.